vous avez réussi la première épreuve, vous rentrez dans la deuxième épreuve, celle que j'appelle l'épreuve du mage. Ici encore, ce que l'on cherche est une idée, mais pas n'importe quelle idée. C'est une idée clé. Et c'est quoi une idée clé? Elle a 4 caractéristiques. Première caractéristique, elle est liée à l'observation clé. Deuxième caractéristique, elle est provocante. Troisième caractéristique, elle est floue. Quatrième caractéristique, elle est ubiquiste. Alors, le fait que l'idée clé soit reliée à l'observation clé, on s'y attend. Je veux dire, dans le cas de Dyson, par exemple, l'idée des cônes que je vous ai montrée est clairement une réponse à la problématique de l'observation clé qu'il a vue sur son aspirateur. Deuxième caractéristique, elle est provocante. On l'a vu aussi avec Dyson. Il arrive devant un fabricant d'aspirateurs en disant, en gros, vous avez 150 millions de dollars que je voudrais vous faire disparaître. C'est assez provoquant. Il y a une histoire que je trouve extraordinaire pour mieux comprendre cet aspect-là, en fait. C'est l'histoire d'un médecin hongrois qui s'appelait Ignaz Philipp Semmelweis. Peut-être certains d'entre vous le connaissent. Semmelweis était un médecin hongrois qui qui travaillait à l'hôpital de Vienne en 1848. Et à l'époque, le taux de mortalité des femmes enceintes était gigantesque. C'était 20%, entre 16 et 20% suivant les mois. Une femme sur 5 mourait en donnant la vie. Et personne ne savait ce que c'était. Les médecins appelaient ça la fièvre puerpérale. Mais vous n'avez aucune idée d'où ça venait. Et puis, il arrive un accident à un de ses amis qui s'appelle Jacob Koleczka. Celui-ci fait une dissection, il se blesse avec le scalpel et cette blessure s'aggrave, elle s'infecte, il tombe malade et il est à mourir. Et comme c'est un ami, Semmelweis va le voir. Et au milieu de sa peine, au milieu de cette douleur, au milieu de cette tristesse, il fait une observation clé. Il note que les symptômes de son ami qui sont en train de mourir sont les mêmes que ceux des femmes enceintes qu'il voit mourir tous les jours dans le service d'obstétrique. Et il fait le lien. Il se dit, les médecins transportent quelque chose depuis les salles de dissection jusque dans les salles d'accouchement. Et c'est cette chose-là qui tue les femmes enceintes. Et non seulement il fait l'observation clé, il a l'idée clé, mais il a une idée, enfin il trouve une manière extrêmement géniale de résoudre le problème. Il impose du jour au lendemain aux médecins de se laver les mains à l'eau de Javel à chaque fois qu'ils arrivent dans la salle d'obstétrique. Et du jour au lendemain, pendant plusieurs mois, le taux de mortalité tombe à 1%. Il sauve littéralement la vie de dizaines de femmes. Et si on s'en tenait là, ce serait une histoire magique d'innovation, ce serait une espèce de conte de fées. Parce que on a des ingrédients qui ne sont jamais réunis en général dans une histoire d'innovation. Vous avez un résultat quantifiable immédiatement, vous avez une solution qui coûte rien, et puis vous avez un enjeu qui est fort, vous sauvez la vie des gens. Je veux dire, je connais aucun exemple d'innovateur, de projet d'innovation qui a ces 3 caractéristiques-là. Donc on a quelque chose de très pur, très cristallin. Mais voilà, c'est aussi un drame de l'innovation. Pourquoi c'est un drame de l'innovation? Parce que sans s'en rendre compte, Semmelweis a fait une provocation gigantesque. Pour les médecins de son temps, l'idée que... ils sont là pour sauver la vie des patients. L'idée que ce soit eux qui transportent quelque chose qui les tue, c'est juste insupportable. Et c'est tellement insupportable qu'il va y avoir une cabale. Les médecins vont commencer à se liguer contre lui jusqu'à ce que le Conseil de l'Ordre se réunisse et qu'il le vire. Voilà. Alors il se bat pendant encore 1 an, mais rien à faire. Il se heurte à des gens qui sont plus forts que lui, et donc il retourne à Pest, je crois, dans mon souvenir, en 50, déprimé. Là, il a essayé quelque chose, ça a marché, et pourtant il s'est fait jeter. Et voilà, vous avez cette dimension de provocation qui est très forte, que souvent l'innovateur ne mesure pas. En fait. Il n'en mesure pas l'ampleur, l'importance, etc. Et puis, 3e caractéristique, je l'ai dit, l'idée floue, l'idée clé est floue. Ça, c'est quelque chose... j'ai eu l'occasion d'en parler avec beaucoup de mes collègues ici quand je travaillais en R&D. Je me bats depuis toujours, depuis très longtemps et très fort, contre cette idée que l'inventeur, au moment où il a l'idée de son invention, est illuminé. Une espèce d'ampoule qui s'allume, la lumière se fait, etc. C'est faux, c'est gravement faux. Et c'est surtout des histoires qui vous empêchent d'innover. Au moment où l'innovateur a l'idée clé, elle est floue, il ne peut pas tout comprendre. Elle n'est pas floue comme, elle n'est pas floue comme une photo qui serait, l'image ne serait pas dans le plan de focale de la lentille. Ce n'est pas quelque chose qui est uniformément flou. C'est quelque chose qui est flou, un peu comme une espèce de château. Il y a des nuages autour, on voit certaines caractéristiques du château, on voit une tourelle, on voit un escalier, mais on ne voit pas tout.
L'histoire de Semmelweis est édifiante de ce point de vue-là aussi. Pourquoi? Parce que nous sommes en 1848. La théorie des germes de Pasteur, c'est 1857. Donc nous sommes 9 ans avant la théorie des germes. Semmelweis comprend quelque chose, mais il n'a aucun moyen de savoir ce qu'il a compris. Quand il dit quelque chose est transporté des salles de dissection jusqu'aux salles d'obstétrie, il ne sait pas ce que c'est. Il appelle ça des particules cadavériques, mais ça ne veut rien dire pour ses collègues. Et ses collègues ont beau jeu de lui expliquer, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? C'est très petit. Mais si c'est très petit, pourquoi ça tue les gens, etc., etc. Et nous sommes avant la médecine prophylactique, nous sommes avant tous les concepts de la théorie des germes. Donc il n'a aucun moyen, c'est flou et c'est nécessairement flou. Et il en va comme ça pour toutes les innovations. Quatrième caractéristique, plus originale, c'est quelque chose qu'on ne rencontre pas souvent, c'est la notion d'ubiquité. Je défends cette idée que l'idée clé, au moment où elle n'arrive pas toute seule. Elle arrive quasiment au même moment dans l'esprit de gens qui ne se parlent pas, qui sont éloignés et qui s'ignorent. C'est quelque chose qu'on rencontre souvent quand on fait de la recherche fondamentale. On s'apprête à publier un article, quelqu'un le fait juste avant. C'est quelque chose qu'on connaît dans le domaine des startups. Une idée d'innovation de startup émerge en France, la même émerge dans la Silicon Valley et quelque part ailleurs. Et on a plutôt tendance à le voir comme une sorte de défaut. Pour moi, c'est une qualité. C'est le signe que vous avez affaire à une vraie idée d'innovation. Dans le cas de Semmelweis, il se trouve que j'ai cherché un peu dans l'histoire et on trouve un exemple absolument frappant de cette propriété d'ubiquité. En 1843, à Boston, vous avez un médecin américain qui s'appelait Oliver Wendell Holmes, qui fait une dissertation qui s'appelle « À propos de la fièvre puerpérale », dans laquelle il explique que son analyse du problème, c'est que la fièvre puerpérale est due à quelque chose que les gens transportent dans les salles d'obstétrie et qu'il liste une espèce de liste de 8 mesures qu'il suppose qu'il faudrait prendre pour empêcher ça. Et parmi les 8 mesures, la première, c'est qu'il faut absolument que les médecins se lavent les mains incroyablement longtemps et fort avant de rentrer dans la salle d'obstétrie. Voilà, sauf que cette histoire, cet article, cette découverte scientifique, il l'a publié dans un journal américain dont c'était le premier numéro. Et il n'y a jamais eu de deuxième numéro. Donc personne n'a lu ce journal. En particulier en Europe, on n'a pas lu ce journal. Voilà. Mais c'est assez, symbolique de cette idée que la même idée arrive à quelques mois, quelques années d'intervalle. Vous pourriez me dire, c'est anecdotique, ça arrive pour Semmelweis, ça n'arrive pas pour d'autres. En fait, il y a un article génial de 2 Américains qui s'appellent Ogburn et Thomas, qui date de 1922, on est vraiment loin de nous, qui s'appelle « Are Inventions Inevitable ?» Donc, est-ce que les inventions sont-elles inévitables? Et dans cet article, ces gens-là listent 122, dans mon souvenir, inventions majeures, découvertes majeures, qui ont été faites de manière concomitante. On connaît quelques exemples historiques. C'est le calcul différentiel par Newton et Leibniz, c'est la théorie de l'évolution par Darwin et Wallace, c'est l'avion par les frères Wright et Langley, c'est le téléphone par Bell et Graham, etc., etc., la théorie de la relativité, Einstein et Poincaré. Ces gens-là étaient au même moment avec la même idée, en fait. Donc c'est bien plus qu'anecdotique, c'est quelque chose de très fort. Et justement, pourquoi est-ce que j'appelle ça l'épreuve du mage? C'est que l'innovateur, dans ce moment-là, dans cette épreuve-là, il doit être capable d'avoir des idées originales, c'est une épreuve d'imagination, mais des idées qui sont dans l'air du temps. Il doit capter quelque chose pour lequel la société est prête à le recevoir. Alors après, ça se joue parfois à quelques années, il se heurte à des difficultés, mais ce n'est pas une idée originale pour être une idée originale. C'est une idée originale qui est quasiment informulée par tout le monde. Et si ça marche après, c'est parce que justement, il a trouvé quelque chose que les gens, sans le savoir, étaient prêts à accepter ou avaient envie, quelque chose comme ça.